Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Oh, Mario, là, je t'arrête tout de suite, là. C'est une émission spéciale, et puis... Regarde, OK, on va faire ça comme ça. Bienvenue à la 50e émission du Visual Studio Talk Show. Ah, ça, c'est pas pire, ça. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la plateforme.net. Oui, et comme un invité spécial, on a ce soir... Ben, ça va être moi-même. Mais oui. Parce que, justement, c'est notre 50e émission. Puis, quand on réfléchissait à ça, qu'est-ce qu'on fait de spécial pour la 50e? À un moment donné, je dis, ben, regarde, j'ai jamais été invité, moi. Guy, toi, t'as eu la chance. Oui, ben, en fait, à quelques reprises, même, au tout début, je pense à la deuxième émission, puis tout dernièrement, lorsque j'ai parlé de Windows Workflow Foundation. On n'est pas tout seul. Ben non. Ben, en fait, vu que t'es l'invité, ben là, ça me prend quelqu'un pour m'épauler. Et qui de mieux qu'Étienne Tremblay? Bonsoir les amis. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Cool. Étienne qui nous a aussi épaulé quand on avait fait une émission avec toi, Guy, sur les workflows, un peu plus tôt cette année. Effectivement, je faisais le co-host à ce moment-là aussi. Alors, t'es le co-host, le backup ou... Ça a l'air, oui. Vous m'utilisez juste quand vous avez pas d'autre monde, je le sais. Non. Non, ben, tu sais, quand tu dis, bon, avec qui on aurait du fun, là, pour faire le talk show, ben, on sait pas pourquoi, mais Étienne, ton nom a sorti dans le haut de la liste. Ah, exactement. Ben, c'est bien gentil. Exactement. Donc, ce soir, Mario, tu es l'invité, puis, c'est une émission spéciale, 50e émission. Je pense que tu as des petites stats à nous donner. T'as raison, parce que là, hier soir, je me disais, hey, c'est vrai, on fait le 50e. Puis là, ça faisait, au début, parce que pour amener rappeler le contexte, ça fait 3 ans qu'on fait le podcast. Mais au début, Guy t'a servi justement de cobaye, t'as fait la deuxième émission. Éric Côté, qui a été le co-animateur pendant presque un an et un peu plus, quelques mois, avait été le premier invité. Puis c'était en tout cas au début c'était expérimental. Premièrement, on voulait juste voir si on aimerait ça, faire ça. Puis secondo, ben on se disait bon, si on a 10 auditeurs, ça va être beau, tu sais, on va être un succès. Puis on se disait hey, si jamais on réussit à avoir 100 personnes, là, c'est comme wow, tu sais. Puis donc t'as fouillé un petit peu dans les statistiques hier, je pense. C'est ça. Ben au début là, je suivais ça comme mois par mois. Comment qu'il y a de monde, tu sais, qui viennent. Puis là la question qui était difficile, puis c'est encore je pense un problème qui est pas évident à cerner quand on regarde des podcasts, c'est comment on sait que t'as une personne différente qui est venue chercher l'émission 1 de l'émission 2. Donc là, grosso modo, la chose qu'on a, parce que nous, notre site, on n'a pas un mécanisme où les gens s'enregistrent, puis après ça, on pourrait vraiment les tracker, parce qu'on en fait, tout est simple. On veut rendre les choses simples. Tu vas sur le site, tu cliques, tu downloads. Sauf que la seule information que moi j'ai quand je regarde les logs, c'est l'adresse IP, l'heure, la date, ces choses-là, mais j'ai aucune information personnelle sur les gens. Donc, à partir de l'adresse IP, je suis quand même capable de faire des petites règles du type, ben, si c'est 2 adresses IP, peut-être qu'il y a des chances que ce soit 2 personnes différentes. Mais la majorité des places qui regardent la consommation de matériel, ils considèrent les downloads de matériel. Ils considèrent pas nécessairement ça vient de qui, ça vient de quand. La même personne peut avoir downloadé la même affaire 10 fois, mais ça compte comme 10 downloads pour eux autres. Fait. Donc, mais moi, c'est sûr, j'ai regardé le nombre de downloads. Puis, ben, encore là, c'était un peu trompeur parce que là, nous, on a 49 émissions. Puis, encore ce mois-ci, les 49 émissions sont downloadées d'émission 1 parce qu'il y a des gens qui ont de show. Puis, c'est assez intéressant quand tu regardes les logs, c'est que là, tu peux voir que dans la même journée, ils viennent chercher les 49 shows. Donc, ils remplissent leur iPod ou leur Zoom. Puis, après ça, forcément, je soupçonne qu'ils reviennent. Puis s'ils sont comme moi, parce que moi, je regarde mon profil, comment j'ai évolué comme auditeur, parce que je fais un podcast, mais j'écoute aussi des podcasts, principalement dans la langue de Shakespeare. Puis, ben mon profil a changé. Au début, j'étais aussi du type à écouter à toutes les semaines, entre autres .NET Rocks pour pas le nommer. Puis, plus spécifiquement, dernièrement, j'écoute beaucoup Ansel Minute, qui est fait par... Scott Hanselman. Tout à fait, qui est un... Regional Director.
Ouais, puis en tout cas, quelqu'un que... Quelqu'un qui... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie à part travailler sur l'informatique, lui. C'est incroyable, Oui, là, où tout il à trouve fait. le temps de faire tout ça, là. Mais donc, mon profil a changé, c'est-à-dire que maintenant, ce que je fais plus, c'est que je vais à toutes les... Comme là, regarde, la semaine prochaine, je m'en vais à Seattle parce que je vais participer au Software Design Review de Team System avec Avec moi, Étienne. d'ailleurs. Puis donc, c'est sûr que là, je vais remplir mon Zoom plein de podcasts à écouter dans l'avion. Donc là, je suis allé faire justement une razzia pour ramasser les 25 dernières minutes que j'avais pas écoutées parce que on manque de temps. Puis je soupçonne que les auditeurs, c'est ce qu'ils font, parce que quand je regarde le profil, je me rends compte maintenant que de plus en plus, les gens viennent en batch. Ils viennent chercher comme 6-7 shows. Là, ils ont de quoi s'alimenter pour une coupe de jours, une coupe de semaines. Puis là, après ça, ils reviennent. Mais on a combien d'auditeurs Ouais, à peu bon. près? Ben là, les dernières stats. Si on regarde, je suis capable quand même de savoir comment j'ai d'abonnés à RSS, parce que j'ai juste à regarder combien j'ai d'adresses IP. Ça va bien, ouais. Je pensais qu'on taperait le 1000. Puis on est presque là, mais pas encore. Là, on a dépassé le 900, mais on n'a pas encore 1000, en tout cas, dans un mois, 1000 adresses IP différentes qui viennent chercher notre fichier RSS. Mon approche, puis écoutez... Ça, c'est ceux qui sont abonnés au feed RSS. C'est ça. OK. Puis là forcément l'autre chose qui là il est trompeur, c'est que maintenant avec iTunes, les gens vont chercher par iTunes, donc en tout cas on perd une certaine traçabilité. Au début c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas iTunes dans le décor. Je chialerais pas contre iTunes, ça a amené beaucoup de trafic aussi sur le site. Si je regarde le nombre d'adresses IP différentes que les gens sont venus chercher des shows, ben ça on a dépassé le 1500. Le nombre de downloads par mois, ben on est rendu au-dessus de quasiment 3-4 000 downloads par mois, ce qui veut dire qu'on a dépassé par année, là, on est au-dessus de 25 000. C'est bien. Puis la croissance est là, c'est-à-dire que l'année passée, à la même date, on avait 300-400 abonnés RSS, on encore, tu sais, à tous les mois, ça augmente. Puis d'ailleurs, c'est peut-être un message de nos éditeurs, ceux qui sont pas abonnés à RSS, venez donc vous abonner. Vous dites, ben regarde, moi j'ai pas besoin d'abonnement RSS parce que je viens les chercher en batch à tous les 6 mois. Puis Ça fait juste nous donner une petite indication sur le nombre de downloads qu'on a ou d'abonnés ou d'abonnés surtout. C'est On ça, voit ou d'intérêt, d'auditeurs. Ouais. Puis bon, forcément, on fait ça pour le plaisir, mais là on a des gens qui nous approchent en disant on pourrait peut-être mettre de la publicité sur votre site, mais là ils nous demandent toujours vous avez combien d'auditeurs, c'est quoi l'affluence et tout. Puis c'est sûr que si on se compare avec des sites de langue anglaise, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres là. On n'est pas dans les millions de .NET Rocks. Mais y a-tu des podcasts français que tu peux te comparer avec? Ben, probablement dans d'autres domaines que l'informatique, mais francophone en informatique, il y en a sûrement, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour de ce qui existe. Fait que ce qui est important, c'est de remercier les gens qui nous écoutent sur une base régulière. Merci beaucoup. Ça fait déjà 50 émissions. Et puis, on espère qu'on va être là pour... Au moins un autre 50. Ouais, un autre 50, puis plusieurs 50. Alors, merci à tous nos auditeurs qui sont très fidèles. Tout à fait. Puis d'ailleurs, une chose qui nous montre qu'on est des auditeurs fidèles, on reçoit des courriers. Parce que les gens nous donnent des commentaires. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a quand même des gens qui... En tout cas, on fait pas ça dans le vide. C'est quand même ce qui est plaisant. Ceci étant dit, il y a une chose qu'on annonce, autres, depuis 3 mois maintenant, qu'il y a la conférence DevTeach qui s'en vient. Absolument. Et puis, je pense qu'on a un gagnant ce soir. Ben, en tout cas, c'est aujourd'hui qu'on fait le tirage. Habituellement, dans les années passées, Jean-René Roy, qui s'occupe de la conférence, venait, puis on faisait le tirage live. Mais là, Jean-René, ce soir, avait une obligation, il pouvait pas se déplacer. Donc, on a fait le tirage, ou en tout cas, on a enregistré avec lui lundi dernier. Donc, il y a 2 jours, maintenant 3 jours de ça. Le tirage, puis ben je pense qu'on va faire la pause, en tout cas on va amener nos auditeurs à écouter cet petit intermède-là, puis on va connaître qui est le gagnant. Parfait. On est le lundi soir, 2 jours avant l'enregistrement de notre émission spéciale du 50e anniversaire. Avec moi, j'ai Guy et j'ai Jean-René Roy qui s'occupe de la conférence DevTeach. Jean-René, ça va bien? Oui, ça va très bien. T'es avec nous parce qu'on veut faire le tirage du gagnant pour l'inscription gratuite au DevTeach. Écoute, on a un processus très, très, très officiel pour choisir le gagnant. Donc, on a eu une panoplie de gens qui nous ont envoyé des emails. Avant de nommer qui a gagné, je pense que ce serait intéressant de dire qu'il y a quelque chose de spécial cette année au DevTeach. Ben oui, absolument. Cette année, on a organisé quelque chose de super le fun.
Puis c'est quelque chose qui est gratuit. On l'a organisé avec vous autres. Donc, on va faire un panel le mercredi soir qui se trouve à être le 16 mai vers 6 heures au Marriott Château-Champlain. Ce qu'on organise, c'est un panel dont le sujet est Microsoft et le open source. Maintenant, on a quelqu'un de Microsoft qui va représenter Microsoft, va essayer de défendre la position de Microsoft. On a du monde qui sont très impliqués dans des projets open source dans la communauté open source. On a du monde de la communauté agile. Donc, on a vraiment là parmi les conférenciers les plus connus. Puis, on va avoir un débat qui va être enregistré par vous autres, que vous allez pouvoir diffuser sur une de vos émissions, ce qui est un autre côté très intéressant. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une initiative de la communauté à Montréal qui est vraiment, mais vraiment intéressante. Oui, c'est bien intéressant que tu permettes aux gens qui sont pas inscrits à DFTeach de venir le mercredi soir assister à ce panel-là. Guy, t'es derrière ça? C'est toi qui as tout organisé le panel? Mais en fait, faut donner à César ce qui est à César. Scott Bellware, qui est un conférencier à DFTeach depuis quelques années, a lancé l'idée, tout ça. Donc, c'est comme une graine qui a germé là, hyper rapidement. Là. Donc, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Donc, ce qui est le fun pour nos auditeurs, c'est qu'on va enregistrer le tout, puis on va le diffuser un petit peu plus tard dans la saison. Mais là, ça, c'est un aspect qui est super le fun de DFTeach, mais pour ceux qui assistent à la conférence, là, on est en train de squeezer des sessions sur l'heure du midi. Donc, on avait tellement de demandes de conférenciers qui voulaient encore nous proposer des sessions, que là, on est en train d'en squeezer sur l'heure du midi, hein, Jean-René? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on est en train de préparer des Bird of Feathers, qui est connu, c'est une formule qui est connue pas mal à TechEd, qui se trouve à être plus un regroupement de discussion qui permet un peu à tout le monde de participer à la conférence. Il y a un sujet. Maintenant, pas juste ça, j'ai aussi des focus groups que Microsoft veut organiser. Donc, ce qui est intéressant dans le cadre d'un focus group, c'est que en tant que développeur, vous pouvez participer à l'évolution d'un produit en répondant à des questions, en participant, en regardant qu'est-ce que les autres proposent, en faisant un partage d'idées. Puis aussi, j'ai sur l'heure du midi, je vais avoir aussi quelques vendor sessions. C'est des produits, des outils très très connus, très intéressants sur les features. Puis en même temps, ils vont tirer des choses durant l'heure du dîner. Puis je pense que pour le keynote, on a quelque chose de vraiment, vraiment le fun, hein? Ah oui, ça c'est notre primeur. J'ai mis ça en ligne dimanche soir, donc hier soir. Le keynote va être présenté par Pablo Castro, qui est une personne très connue dans le groupe de ADO.net. C'est ça, il fait partie du groupe d'ADO.net, puis je pense qu'il va nous présenter quelque chose qui n'est pas encore sur le marché, là, quelque chose qui s'en vient. Oui, effectivement. On va avoir un keynote sur ADO Entity Framework, qui est vraiment quelque chose de nouveau. Il n'y a pas grand monde qui connaisse ça. Puis c'est justement ça, le focus group va être là-dessus. Fait que ce qui est intéressant, c'est que le mardi matin à 8 heures, on a le keynote. Puis sur l'heure du dîner, on va avoir le focus group. Donc le monde qui veut participer vont pouvoir, après le keynote, venir nous donner leur nom, ceux qui veulent participer. Puis, quand on dit c'est à l'heure du dîner, il faut comprendre que le dîner est quand même assez long. Fait que vous allez avoir le temps de manger, puis après aller au focus group, parce que le dîner est quand même assez long. Fait que ça va vraiment être intéressant là, pour tout le monde. Écoute, je pense que ça fait le tour. En tout cas, on annonce qu'il y a un bon keynote, il y a des Bird of Feathers qui est nouveau, donc c'est ça le dîner. Donc, là, on vient de parler de DFTeach, mais il serait temps qu'on annonce qui est notre gagnant. Donc, le gagnant, Jean-René. Ah, le gagnant, c'est Dominique Jobin. Eh oui, donc un des nombreuses personnes qui nous ont envoyé un courrier. Donc, Dominique Jobin. Il faut rappeler que, Dominique, ce que tu gagnes, c'est une inscription à DFTeach, donc ça couvre pas tes frais d'hôtel, tes déplacements, tout ça, donc c'est juste l'inscription. Mais je pense que tu devrais être assez content, puis ton patron aussi devrait être assez content. Donc, on va te communiquer avec toi par email dans les prochains jours. Nous, Jean-René, on te remercie encore pour nous donner gratuitement cette inscription-là. Puis, on se revoit tous au DFTeach.
Absolument. J'espère que vous allez venir en grand nombre. Donc, Mario, je pense que tu connais un petit peu la formule, hein? Ça se peut. Ouais. Fait C'est pas toi qui l'as inventé, d'ailleurs. Ben, en tout cas, on a improvisé ça parce que inventer est un grand mot. Ça veut dire que... Donc, on va faire ta bio, mon cher Mario. Donc, ici, j'ai une page qui, je pense, qui pourrait être recto verso, mais limitée au grand thème. Donc, tu es un consultant indépendant, tu es un architecte, travailleur autonome, qui roule sa bosse depuis plus de 15 ans dans le domaine de la moyenne et la grande entreprise. Donc, toujours au niveau de l'architecture. Tu es un MVP dans la compétence Software Architect. Donc, Et puis, félicitations d'ailleurs pour ton renouvellement. Ben oui, moi c'est au mois d'avril, le 1er avril que je suis renouvelé. Donc c'est là, pas un poisson, là? Non, donc 3e année en ligne. Excellent. Bien content. Félicitations. D'ailleurs, l'anecdote là-dessus, c'est que la première année, quand j'ai reçu, parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai été nommé dans les premiers qui étaient Solution Architect, donc je savais même pas que ça existait des MVP Solution Architect. Puis je reçois un courrier qui me dit congratulations, vous avez été sélectionné comme MVP Solution Architect. Puis là, moi, je lis ça. Puis là, ça me dit dans le courrier, tenez ça secret parce que vous allez être officiellement nommé le 1er avril. On est comme le 24 mars. Moi, mon premier réflexe me dit, bon, il y a du Guy Barrette derrière ça. Delete. Je dis, il y a quelqu'un qui veut, me faire marcher. Donc là, je commence à vérifier. Je dis, bon, ça a une vraie adresse Microsoft parce que je pensais, que c'était comme il y avait un phishing, quelque chose comme ça, que tu fais reply, puis après ça, le monde dit, hey, tu y as cru. Puis, je vérifie, Google est le meilleur ami de l'homme. Donc, je tape sur Google le nom de la personne, je me rends compte que c'est un vrai employé de Microsoft et tout. Donc, là, je lui ai répliqué en disant, ben oui, ben merci. Puis en lui disant c'est certain là parce que je connais pas ça moi MVP Solution Architect là en me revenant en disant ben oui c'est une nouvelle compétence qu'on a développée puis on considérait en tout cas au Canada que tu étais une des personnes parce que j'étais là maintenant il y en a 4-5 au Canada mais j'étais dans les premiers là qui ont été choisis puis bon ça fait 3 ans que je roule ma bosse comme MVP. Oui. Tu t'es en charge du groupe d'intérêt d'architecture logicielle du groupe d'usagers Visual Studio Montréal. À cause de toi, Guy, ben parce oui, que toi, tu t'occupes du groupe, à un moment donné, tu m'avais approché encore là. Comme Étienne aussi, t'étais impliqué, c'est que on met un doigt dans l'engrenage, puis à un moment donné, on en donne un peu plus. C'est viral, cette affaire-là. Ah oui. En plus que tu t'occupes d'un groupe d'usagers aussi d'architecture, donc qui est le International Association of Software Architects, donc qui est le chapitre de Montréal. Oui. Tu t'occupes de la piste d'architecture logicielle de la conférence DevTeach. Ben forcément. Là, on m'a offert de le prendre. Je dis oui. En fait, quand j'ai proposé à Jean-René, bon, mais cette année là, on a besoin d'une piste d'architecture. Pas mélanger de l'architecture un petit peu mélangée un petit peu partout. On a besoin d'architecture. Puis là, on a... Fait que là, j'ai dit à Jean-René, qui de mieux que Mario pour l'aider cette bon choix. Bon, ça devrait. En tout cas, ça va être intéressant cette année. Là. Tu es l'animateur du Visual Studio Talk Show. Bon, ça, tout le monde s'en doute. Tu as un diplôme de l'école polytechnique. Guy, là, je te regarde aller, là, t'as la liste, tout ça. C'est drôle parce que de faire la bio aujourd'hui, hier, j'ai eu à mettre à jour ma bio parce que je te mets à cause du Software Design Review qui est à Seattle. Les gens disaient, ben, on voudrait que parce que Étienne puis moi, on fait partie d'un groupe de 25 personnes à travers le monde qui aide Microsoft à développer les prochaines versions de Team System. Mm-hmm. Puis, ils nous demandaient d'envoyer une petite bio pour qu'on se connaisse un peu mieux parce que tu te rends compte, il y a tous des gens, là, en tout cas, des fois, tu regardes leur profil, tu te dis, wow, c'est pas un 2 de pique. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment pas des 2 de pique autour de la table. Effectivement. Puis là, je mettais à jour ma bio, puis là, je me rendais compte, je me disais, bon, c'est quoi qui me caractérise vraiment? Puis, pour moi, c'est temps de laisser entrevoir que je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans les approches agiles. Puis quand tu mets le mot architecte à côté d'agile, souvent, ça marche pas ensemble. Il y a comme une dichotomie, mais parce que tu es un Scrum Master certifié. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment du côté agile. Puis moi, c'est un des challenges que je me donne dans la vie, c'est de aider des organisations d'envergure, comme là, regarde, je suis en mandat à la Caisse des dépôts et placements, qui est, bon, s'il y a une grosse organisation financière à Montréal, c'est bien eux autres. Puis comment amener ces organisations-là à utiliser des approches agiles, c'est tout un défi. Puis c'est le genre de défi que moi, j'aime relever.
Puis forcément, Tu viendras chez nous, Mario. Mais tu sais, dans ce challenge-là, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que si t'es un puriste puis tu veux vraiment avoir un beau cercle parfait, ben oublie ça, là, tu vas être malheureux. Faut que tu acceptes que tu prends des coins, que tu y plies puis que tu réussis. Puis donc, à ce moment-là, faut que tu acceptes aussi sur les principes de base et que tu fais en sorte que les organisations y aillent par étapes. Ouais. Donc, tu sais, comme moi, je suis très heureux que les gens avec qui je travaille, que certains développeurs me disent « Hey, c'est la première fois qu'on me force à faire les tests en premier. » Parce que d'habitude, c'était toujours, oui, des tests, mais on sait, en cours de projet, on skippait des tests. Puis là, il dit, ici, je l'ai fait en premier. Je dis, ben oui, parce que c'est, tu sais, au moins, c'est un principe de base que je voulais qu'à la caisse, on mette de l'avant dans la première, en tout cas, dans la première étape de mise en place d'un processus agile. Et en parlant de tests, ça fait partie du sujet de ce qu'on va discuter aujourd'hui. On peut pas mieux introduire notre sujet, Guy. Donc, l'architecture dirigée par les tests. Oui. Donc, on va faire une petite pause, puis on va passer à l'entrevue. Donc, Mario, l'architecture dirigée par les tests, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ben, la première question, faut qu'on me clarifie, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on entend par architecture? Parce que si tu veux, après ça, en tout cas, te servir de l'approche de conception par les tests pour mieux définir ton architecture, si c'est pas clair, qu'est-ce que c'est l'architecture, c'est un peu difficile. Puis c'est un sujet qui est très vaste. Puis, je dirais que c'est un sujet très flou aujourd'hui dans l'industrie parce que, dépendant du point de vue qu'on se place, la définition peut varier ou en tout cas peut être on a mouvante. des architectes qui pas des architectes, puis on a des développeurs qui sont des architectes, puis on a... c'est difficile de cerner c'est quoi un architecte, puis c'est... Ben, une des raisons, moi, pourquoi j'ai poussé de l'avant de créer un chapitre montréalais à Montréal de IASA, parce qu'IASA, l'International Association of Software Architects, sa mission, c'est d'essayer de clarifier puis de définir qu'est-ce qu'est le métier d'architecte. J'ai une réflexion, moi, sur le sujet, forcément. Ma réflexion, elle se positionne assez simplement. Si on regarde la définition classique de qu'est-ce que c'est l'architecture, il y a toujours un mot-clé qui ressort, c'est quelqu'un qui est responsable de créer une structure. Puis, l'autre question qui suit, c'est pourquoi créer une structure? Il y a un problème, il est là, il y a quelque chose à résoudre, ben regarde, on pourrait juste y aller dire let's go, on fonce, puis on code comme on a déjà vu. Mm-hmm. Puis le travail d'architecte, lui, c'est de dire non, on va créer une structure pour fier le problème. Ben, un peu comme un architecte dans le domaine du bâtiment va faire les plans, va simplifier des choses, va mettre sur papier certaines données. L'analogie est très valable. C'est-à-dire que cette structure-là que l'architecte met en place, c'est pour faire en sorte qu'un jour, un building de 30 étages existe, puis que ça soit pas quelque chose qui s'effondre après qu'on soit rendu au 2e étage. Exact. Donc tu es un planificateur. Mais pas sur le... En tout cas, forcément, il faut que tu comprennes le comment, mais je suis beaucoup sur le quoi. C'est-à-dire comment créer une structure sur qu'est-ce on doit bâtir. Puis le but étant de créer une structure qui va simplifier le problème. Puis ça, c'est le challenge. C'est la partie peut-être artistique du métier d'architecte. Simplifier le problème. Ça veut dire que le problème est complexe. Oui. Puis, il faut sans doute le briser en morceaux. Oui, ben c'est la seule technique que moi je connais, il y en existe peut-être d'autres, mais en tout cas la seule que moi je m'en pratique, puis que je pense, en tout cas beaucoup d'êtres humains, c'est la seule technique qu'ils ont pour simplifier les choses, c'est la fameuse divide and conquer, c'est-à-dire diviser pour régner. Donc, c'est découper un problème en plus petits blocs, puis à un moment donné, chaque bloc étant d'une complexité assez petite, ben tu peux en venir à bout. Donc, ou l'adage qui dit qu'on peut manger une baleine. Oui. Une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois. Tu peux surtout envoyer plusieurs personnes pour résoudre chacun de tes petits problèmes quand tu as fait une division de la charge. Tandis que si tu essaies de prendre le problème comme la baleine au complet, c'est un peu plus difficile de résoudre le problème. Ça, c'est l'autre point. Si ton but dans la vie, c'est manger une sardine, t'as peut-être pas besoin d'une architecture. Ouais. D'ailleurs, si on se reporte, il y a longtemps, l'informatique, on cherchait peut-être pas à résoudre des problèmes d'une complexité aussi grande que ce qu'on cherche à résoudre aujourd'hui en 2007. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, les problèmes sont hyper complexes. Très. Puis, le premier danger qui guette n'importe quelle équipe, c'est qu'il y a la complexité même,
Mais souvent, nous-mêmes, on va créer une complexité accidentelle qui n'a rien à voir avec le problème, mais qu'on met en place parce qu'on a des mauvaises pratiques, parce qu'on n'est peut-être pas bien formé. L'exemple le plus classique de complexité accidentelle, c'est avoir une stratégie de nommage de tes variables qui est inexistante. C'est-à-dire, on écrit ce qu'on veut, on met des noms de variables qui signifient pas vraiment pourquoi on a créé la variable. L'exemple le plus classique, c'est les fameux IJK qu'on peut retrouver dans un book, qui fait en sorte que quand le monde lise le code, ben ça te prend une analyse poussée, puis c'est plutôt que de lire ça comme un roman, quelque part, faut que tu fasses du décryptage. Donc ça, c'est une complexité accidentelle, ça n'a rien à voir avec le problème. C'est le développeur offusque son code lui-même. Tout à fait. Puis l'architecte lui-même, quand il essaie de simplifier le problème, des fois, il le complexifie. C'est triste, mais ça arrive. Mais la mission première de l'architecte, c'est de dire, il y a une complexité essentielle, elle est là. Je peux pas l'ignorer. Dans le problème, là, tu sais, s'il faut que je distribue mon application sur 25 lignes, parce que ça doit être distribué à travers le monde, ben, c'est une complexité essentielle. Mm-hmm. Puis comment je peux mettre en place une certaine forme de structure pour que le problème devienne résolvable à une dimension humaine? Puis t'as aussi les métaux. Il y a beaucoup de monde qui embarque des métaux là-dedans qui rendent le problème plus difficile c'est indissociable. J'ai dit que moi, je me concentre beaucoup sur le quoi, mais j'expliquais que dans ma perception de mon identité propre, je me percevais beaucoup dans les approches agiles. Puis là, on est dans le comment. Mm-hmm. Parce que forcément, si tu utilises pas c'est un peu comme, je peux bien désigner la plus belle voiture, mais si la chaîne de production pour la concevoir, cette voiture-là, elle est pourrite, puis elle fait un paquet de défauts, ben l'utilisateur sera vraiment pas satisfait parce que l'auto va être toujours brisée. Donc, je peux bien désigner la meilleure solution, ou en tout cas la meilleure façon pour simplifier un problème, mais si dans le jour à jour, dans la façon qu'on développe du logiciel, pas des pratiques qui simplifient aussi la complexité, ben on n'y arrivera pas. Donc, on simplifie en brisant par morceaux. Puis avec ces morceaux-là, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Essentiellement, c'est arriver à créer des composantes. Puis, un jour ou l'autre, les premières composantes que tu crées, souvent, tu es capable de faire des blocs qui sont seuls dans leur coin, qui sont indépendants du reste des autres blocs. Mais à un moment donné, plus tu brises ces petits blocs-là, tu arrives à des composantes qui vont devoir interagir avec d'autres composantes, donc ils vont devoir avoir des relations. Donc, ton travail à toi, c'est identifier ces composantes-là et identifier des interfaces qui vont permettre à chacune des composantes de se parler, de communiquer, donc de collaborer pour ultimement résoudre le problème. Puis toi, comme architecte, ton challenge, c'est que découper des composantes, ça, c'est assez simple. Le problème que tu vas vivre rapidement, ou en tout cas tu vas découvrir rapidement, c'est que les interfaces que tu vas mettre en place entre des fameuses composantes, eux, ça va coûter extrêmement cher les changer plus le projet va évoluer. C'est-à-dire que dans l'évolution de ou en tout cas dans la maintenance de ton application, si tu as fait un choix qui existait une interface X entre deux composantes, si on te demande, si tu as ça à changer, ça va avoir des effets de bord qui vont faire que ça va devenir de plus en plus coûteux à les changer. Le refactoring dans ces affaires-là, c'est très difficile. Ben, ce qui revient à dire essentiellement que c'est là où est-ce que ça peut être très facile pour l'architecte de créer beaucoup plus de complexité qu'il y avait initialement. C'est-à-dire que quand tu découpes, si tu découpes sur les mauvaises frontières, c'est-à-dire que si tu crées des interfaces au mauvais endroit, tu peux complexifier le problème au lieu de le simplifier. Mm-hmm. La place que tu dois te concentrer pour identifier tes fameuses frontières, c'est que tu dois chercher des choses qui vont être très stables, qui seront pas des variations dans ton problème. Ce qui est stable, ça change pas. Donc, un exemple classique. Je sais qu'une organisation qui travaille avec du Microsoft, donc une décision d'architecture que je peux prendre, c'est de dire on va développer avec Microsoft.net. Est-ce que je dois me protéger? Quand je prends cette décision-là, je viens de définir qu'une interface pour tout le monde, ça va être .net. Si on veut changer ça, tout à l'heure, ça va coûter cher. La question que je vais me poser, c'est, ça peut-tu changer? Puis ça me fait penser à un projet que j'ai travaillé il y a quelques années où est-ce que l'architecte du projet il a dit je devais faire une librairie de fonctionnalités de finance qui faisait des calculs financiers. Mm-hmm. Puis il m'est arrivé puis il dit bon, là, je veux absolument que tu fasses ça en C++. Puis là, je roulais sur Windows, là. Puis toute l'applique est en C#. Mais il m'a fait faire l'interface en C++ parce qu'il dit peut-être qu'on va la porter sur Linux plus tard. Puis là, on sait bien qu'avec tous les web services, tout ça, je peux bien hoster ça n'importe où, puis me connecter dessus, soit du monde Java, soit du monde .NET. Mais pour lui,
fallait que ça soit fait en C++ pour qu'on puisse le recompiler à une autre place. Parce que lui, sa façon de le quoi, ou en tout cas le comment on réussissait à simplifier ce problème-là, c'était par une approche par composante, puis peut-être que s'il aurait été plus au fait des approches plus orientées service, il aurait pu simplifier autrement son problème. Puis pire que ça, tu vois, à recompiler ça sur une machine Linux en C++, les accès aux bases de données, ça marche plus, puisque c'était tout du com, là, puis écoute, ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, je devais me prévaloir de ça en faisant dans mon C++ une couche qui était jetable pour être remplaçable dans le monde Linux pour se brancher à des BD puis tout. Puis tu sais, je me suis complexifié la vie pour un problème que j'aurais pu faire ça en C#, puis j'aurais branché ça dans le reste de l'appli. La vraie question, c'est est-ce que c'était un réel besoin? Exactement. Parce que c'est toujours ça, quand tu te poses la question, est-ce que ça peut être varié ou non? Tu es aussi en train de challenger le besoin, les exigences. Puis toi, l'architecte, là, tu fais vraiment le pont entre les exigences, besoins, la complexité du domaine, en tout cas technique, et tous les hommes, c'est-à-dire les individus qui vont devoir, donc les processus. C'est tous ces trois axes-là que toi, tu dois être en mesure de toujours faire le trade-off. Quand je dis que tu as envie, il faut accepter de faire la quadrature du cercle, là, c'est vrai à tous les niveaux. Et surtout à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu dois toujours être capable de dire, est-ce que je peux, par exemple, je peux arriver dans une organisation puis décider que je vais simplifier le problème en prenant une approche où est-ce que je vais créer je vais travailler avec des objets vraiment orientés objets, là, c'est-à-dire des objets du domaine qui vont avoir des comportements. Donc, plutôt que d'avoir une approche dirigée par les données. Okay. Ce qui est une autre façon de structurer ton domaine d'affaires. Donc, mettons, je décide que moi, je vais vraiment avoir des objets de domaine. Ou des objets métiers, souvent comme on dit en Europe. Plutôt que, par exemple, d'avoir un script transactionnel qui serait une approche plus procédurale. Mais quand je fais ce choix-là, premièrement, je dois me poser la question, est-ce que beaucoup changé ça? Mais la variable, moi, qui me préoccupe beaucoup, c'est les individus, le monde que j'ai avec moi, est-ce qu'ils sont capables de travailler vraiment avec une approche orientée objet, avec le fondamentalisme, l'héritage et toutes ces choses-là. Souvent, si les gens maîtrisent pas ça, je suis peut-être mieux d'aller avec une approche beaucoup plus procédurale, donc de faire des scripts transactionnels. Puis, à ce moment-là, il faut que je mette ça dans la balance dans tous ces choix-là. Know your people. Oui, parce que donc, faut que je connaisse mes gens, faut que je connaisse les besoins, les exigences, puis il faut que je connaisse la technologie, puis moi, il faut que je fasse l'arrimage en ces trois choses-là pour, ultimement, créer une structure qui va simplifier le problème. Mario, les choix que l'architecte fait, est-ce qu'ils sont irréversibles? Ben, ceux qui touchent les fameuses interfaces, ils sont irréversibles parce que cette partie-là doit être très stable. L'intérieur d'une composante, les choix que tu vas faire à ce niveau-là, ça, c'est assez malléable parce que tu peux les changer, mais tes interfaces, eux autres, là, c'est quelque chose qui devient irréversible. D'ailleurs, souvent, on va dire, si tu prends, par exemple, Martin Fowler, lui présente l'architecture en disant, écoutez, l'architecture, c'est un ensemble de décisions irréversibles. Donc, puis si tu fais cette liste de décisions-là, tu viens de définir tous tes choix d'architecture. Puis là, ton challenge à toi comme architecte, c'est de le documenter et de le faire partager par l'équipe pour t'assurer que les gens vont être en mesure de pouvoir implanter correctement C'est des choix importants, là. On doit les faire tôt, puis on doit pas se tromper. Ben, en réalité, quand on dit on doit les faire tôt, il faut que tu sois capable, toi, de jauger à quel moment dans le cycle de développement tu prends une décision. Moi, mon principe est simple. Plus je peux reporter une décision, je la reporte. Mais à un moment donné, il faut que je décide sur quelle plateforme. Je vais-tu aller en .NET ou en Java, par exemple? On va prendre quelle base de données? Comment je vais structurer mon application? Est-ce qu'elle va être, par exemple, sur client-serveur? Puis là, communication. Comment je vais faire ma communication? Si je suis client-serveur, est-ce que je vais avoir un client lourd, un client léger, un client facile à déployer comme on peut avoir avec le web, un peu plus compliqué à déployer avec une approche ClickOnce. Là, les enjeux peut-être que les exigences, c'est peut-être je veux une grande interopérabilité avec les applications locales sur le poste client. Ben là, le web, c'est pas ce qui est plus qui fournit l'interopérabilité. Donc là, je vais peut-être aller avec une approche Smart Client. Donc c'est tout ça que je dois être en mesure de jauger, d'évaluer, puis après ça, je prends ces décisions-là. Je dis, par exemple, on va aller avec une approche Smart Client, client-serveur, par exemple, on va utiliser du ClickOnce comme déploiement. Donc, toutes ces décisions-là, on doit les documenter, puis
à quelque part, ils deviennent irréversibles. Bon, en tout cas, ça devient plus le projet va avancer, plus ça va être difficile de changer. Effectivement. Mais là, toutes ces décisions-là, c'est beaucoup de poids là sur les épaules de l'architecte. Qu'est-ce que une personne va être habilitée à prendre ces décisions-là? C'est l'expérience? Y a-t-il une science exacte là-dessus? Je te dirais que c'est assez simple. C'est si t'as quelqu'un qui te donne l'autorité tu sais, ou en tout cas, si tu acceptes le défi, Faut quand même avoir un gros bagage de connaissances. Écoute, t'as 15 ans dans le métier. Moi aussi, j'ai 15 ans dans le métier. Je pense qu'on en a vu d'autres. J'ai commencé sur Unix. J'ai fait du COBOL, du mainframe. J'ai fait un peu toutes les plateformes. Puis c'est sûr que quand t'arrives à prendre des décisions comme ça, quand t'en as vu d'autres, puis écoute, j'ai fait du support, puis j'ai fait du développement, tout ça. Donc, tu peux voir du côté support que quand tu fais tes affaires, que ça sera pas maintenable ou pas supportable, donc tu prends pas des décisions comme ça. Mais quand t'as jamais fait de support d'application, c'est difficile. Toi, t'as toujours la vérité, là, tu sais. Là, c'est ça. Là. L'autre défi, à mon avis, c'est que t'as deux façons de te positionner comme architecte. Tu peux être un peu dans ce que je vais appeler une tour d'ivoire, c'est-à-dire j'ai la vérité et je dicte. Puis, il y a une autre approche qui est plutôt de dire je vais plutôt donner mon opinion, mais chercher un consensus dans l'équipe. Moi, je préconise plus cette approche-là. Je ne veux pas dire que l'autre, c'est pas bon, mais en tout cas, moi, je suis très mal à l'aise avec celle-là. J'ai pas eu beaucoup de succès à négocier ou à dealer avec des architectes dans des tours d'ivoire. La raison principale pourquoi moi je veux qu'on aille chercher un consensus, ce qui veut pas dire qu'à un moment donné, je suis pas obligé de mettre un certain pas sur on va prendre cette approche-là parce que regarde, si on va différemment, on va se taper dans le mur puis ça marchera pas notre affaire. C'est toi qui as la responsabilité quelque part, faut se mettre le pied à terre. Ultimement, tu sais, si l'architecte devient la personne publique qui a la responsabilité de la structure qui est mise en place, mais en tout cas, je vais chercher autant que possible à expliquer aux gens puis à aller chercher leur consensus. Pourquoi? Parce que il va toujours avoir certaines décisions que 6 mois plus tard, maintenant, en tout cas, on va découvrir que c'était peut-être pas la meilleure décision. Ça arrive. Puis très souvent, ces décisions-là, c'est des décisions que quand tu es face au choix, tu as 2 ou 3 alternatives qui ont à peu près le même poids. Puis là, c'est plus une question de dire laquelle on prend. Puis, dans la vie du cycle de développement, à un moment donné, il faut prendre une décision. Donc, si toute l'équipe, on décide que, par exemple, on va aller avec une interface client web, puis on est tous d'accord que au jour où on prend une décision, c'est la décision qu'on pense qui est la meilleure, mais si 6 mois plus tard, on se rend compte que, bon, savez-vous, regarde, il y a telle nouvelle technologie qui vient de sortir, on a son arrêté avec une approche XYZ, la vie serait beaucoup plus simple, ben, il y a personne qui va pouvoir s'en virer pour faire du finger pointing. Ça va être plus comme, ben, tout le monde était d'accord, il y a 6 mois, que c'était la meilleure décision. Aujourd'hui, on vit avec, on va peut-être souffrir, mais, puis, cette conscientisation-là, puis ça aide à construire un esprit d'équipe parce que les individus aiment beaucoup être impliqués dans des décisions. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens veulent aussi, dans leur parcours, évoluer, pas juste rester un développeur junior, veulent devenir un développeur plus senior, et aussi, même, ultimement, devenir un architecte. Puis, souvent, il va y avoir comme 2 cheminements possibles pour le développeur. C'est que tu vas avoir le développeur qui va s'ultra spécialiser dans quelque chose de bien précis, très technique, puis qui développera pas ses aptitudes humaines, ses aptitudes justement à comprendre les exigences du client, à comprendre aussi comment fonctionne une équipe. Lui va devenir le super techie spécialiste. Puis l'autre personne qui va développer des aptitudes de communication et tout va prendre un chemin de plus en plus vers l'architecture. Fait que si on revenait un petit peu au thème de la discussion... Ben oui, pourquoi diriger par les thèses? Ouais, là on a parlé d'architecture, on a défini un petit peu c'était quoi l'architecture, les grands thèmes, tout ça, les décisions qu'on a à prendre, ce qu'on veut briser par morceaux. Là, j'imagine que les morceaux là, qu'on vient de briser, on va vouloir les tester notre concept ou tester ces morceaux-là. Ouais. C'est la partie qui est aujourd'hui extrêmement difficile. C'est-à-dire que lorsqu'on construit, parce que souvent on commence par faire un modèle logique, puis on sait qu'ultimement tout notre modèle logique va devoir se déployer sur du physique. Les seuls outils, en tout cas la seule vision de test qui existe aujourd'hui dans l'industrie, puis c'est une de celles qui a été implantée justement dans l'outil Team System, c'est de dire je vais valider si ton architecture logique fit avec l'architecture physique. Par exemple, si tu attends d'ouvrir un port 80, mais il est-tu là le port 80? En tout cas, différentes choses. Peut-être pour ceux nos auditeurs qui auraient jamais vu la partie architecte de Team System. Donc, il y a 2 designers, hein?
Un premier qui est le logiciel. Donc, La vue logique. La vue logique. Donc, de l'application. C'est ça, on peut Ouais. peut-être expliquer qu'est-ce que c'est cette vue logique-là? Ben, grosso modo, ce qui est malheureux, c'est que c'est une vue logique, mais dans la version 1, c'était pas si logique que ça, elle était très attaché au physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une très grande utilisation par les architectes du produit. Ça va changer dans le futur. En tout cas, on essaie, Étienne, moi, puis d'autres mondes d'influencer très positivement Microsoft là-dessus, Là, je sais pas. qui nous donne une vraie vue logique, puis on va pouvoir vraiment faire de la conception de haut niveau. Mais, ultimement, c'est ça que tu voudrais. C'est une vue qui est complètement indépendante de ton matériel. Donc, ton système, tu as besoin, par exemple, d'un système Tu web. découpes tes Base tes de fameux données, blocs, base tu de définis tes données. interfaces. Mais c'est trop granulaire, comme tu dis. Tu vois, c'est comme une base de données, c'est un site web, c'est un service web. Tu sais, c'est pas très. Ouais, puis dans cette version-là, c'est très service-oriented architecture. Ouais, donc tu peux pas comme, tu sais, il existe un concept de service, mais tu peux pas définir ce service-là. Est-ce qu'il y a des couches logiques, par exemple, qui le composent? C'est un bloc monolithique, puis c'est ça qui est malheureux dans l'approche. Puis si on regarde l'autre designer, Ben l'autre designer il définit, c'est ce classique que font les gens d'infrastructure, c'est de dire physiquement, là, voici ce que j'ai. Puis, le produit, aujourd'hui, il est capable de te faire une validation pour dire, ben là, physiquement, est-ce que ça va déployer? Est-ce que tu vas être Ça, capable de faire rouler? Ça, c'est les deux autres designers. En fait, il y en a 4, les gars. Puis les deux autres, c'est il y a un designer intermédiaire qui est, tu fais le pont entre ton applicatif logique puis ton applicatif de système. Puis des règles, le finalement. quatrième dont vous avez pas parlé, c'est le diagramme de système. Où est-ce que tu peux créer des systèmes où tu mets tes blocs applicatifs dans une autre boîte, où est-ce que tu peux faire une espèce de couche logique, une couche plus haute, là, où est-ce que tu dis, ce système-là contient ce site web-là, cette BD-là, tout ça. Puis là, tu peux relier des systèmes entre eux autres avec, comme, tu peux faire plusieurs diagrammes de systèmes qui sont reliés entre eux autres, mais c'est mal fait parce qu'il faut que tu commences par les côtés applicatifs pour pouvoir monter du côté système. Il dit, la vue, c'est, le principe dit, regarde, tu fais des systèmes, pour ça, tu pourrais regrouper les systèmes pour te faire une vue logique. Mais faut que tu commences par te faire une vue logique, puis la vue logique qu'on te donne, elle est très attachée physiquement. Exactement. Donc, en tout cas, ils vont refactoriser le produit, puis on va vraiment avoir quelque chose de mieux. C'est une V1. Mais aujourd'hui, c'est la perception de qu'est-ce que c'est tester une architecture, ça se résume à ça. Puis OK, moi, mais, ça me semble très faible. Là. Donc, au niveau des designers, comment j'ai réussi à tester encore? Ben là, avec le fameux troisième diagramme où tu donnes tes règles, ben là, lui, il va partir, puis il va parce que Microsoft fournit un paquet de règles, puis là, il va te donner, finalement, c'est un peu comme si tu compilerais ton architecture. C'est ça. Tu vas dire ça passe ou ça casse. Il va valider que les bons ports sont ouverts. Donc, par exemple, si j'ai un serveur web qui communique avec une base de données, j'ai besoin par exemple, du port 1443 d'ouvert. Le système ou la compilation va valider cette histoire-là. Mais là-dedans, moi, ce que, tu sais, Oui. il y a une grosse partie qui est un peu de la magie, c'est qui a défini toutes ces règles-là. Puis, en tout cas, aujourd'hui, un produit comme ça a pas fait la percée que ça devrait faire. Puis, je connais rien d'autre qui vraiment peut te permettre de valider l'architecture, si ce n'est faire des revues. Tu sais, on revisait puis disait bon, ça a tout du sens. Puis mais souvent dans un projet, il n'y a pas 4 architectes. Tu sais, tu peux peut-être avoir un architecte corporatif qui va te réviser, mais malheureusement, en tout cas, on peut pas dire c'est pas comme, tu sais, j'ai 6 développeurs, puis on peut se réviser notre code entre nous. Malheureusement, souvent, l'architecte et la science infuse au niveau Tout le monde vient de voir parce que c'est toi qui as la vérité. Mais toi, puis là, à un moment donné, il faut que tu sois très confiant que ce que tu as créé comme structure va tenir la route. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de solution comment être capable de bâtir ça, des tests comme ça. Puis quand je parle d'architecture dirigée par les tests, en réalité, ma préoccupation, elle est pas tant de valider est-ce que mon architecture est bonne. Je dis pas que ça m'intéresserait pas, là. Mais c'est plus mettons, je présume que l'architecture que je fais, elle est bonne. faut commencer par cette présomption-là. Mon problème que moi, je vis sur le terrain, c'est comment je m'assure que les développeurs, que tout le monde qui vont, après ça, lors de la maintenance du produit, vont continuer à respecter les règles, les décisions d'architecture que j'ai mis en place initialement. C'est ça, moi, un des gros problèmes que j'ai. C'est-à-dire que je peux bien définir une architecture, mais si les développeurs décident, eux autres, qu'ils ne respectent pas, ce qui arrive très souvent, je dis pas que ça m'arrive à moi, mais ça arrive très souvent dans l'industrie aujourd'hui, c'est-à-dire que le fameux architecte dans sa tour d'ivoire, il est tellement sûr que la vérité qu'il va même pas voir physiquement comment les gens implémentent. Les gens implémentent pas pantoute ce qu'il a défini. Puis tout le monde est heureux, parce que les développeurs se disent, regarde, il nous fout la paix, là. Lui, vraiment, il est pas capable de comprendre une ligne de code, donc on code comme on veut.
Puis l'architecte en haut, lui, il fait des beaux PowerPoint, il fait des présentations à la direction, puis il dit, regarde, tout est beau. Puis, je l'ai souvent dit, cette anecdote-là, mais souvent, ça peut être une bonne façon d'identifier des bons architectes, des mauvais architectes, c'est vérifier, tu sais, ton architecture, est-ce qu'elle est implémentée. Moi, j'ai cette préoccupation-là, en tout cas, de m'assurer que les développeurs, que l'équipe va vraiment implémenter puis que brisera pas finalement les décisions d'architecture. Parce que s'ils brisent, puis je sais, là, quand j'ai pris cette décision-là, c'est quelque chose qui va me coûter cher à changer. Donc, s'ils changent, pas par malveillance, mais juste parce qu'ils n'ont pas compris, je vais être dans le trouble. Puis plus je le découvre tard, si je le découvre quand c'est en production, ça coûte encore plus cher, puis je suis encore plus dans le trouble, parce qu'à un moment donné, quelqu'un me dit, ouais, mais là, pourquoi, tu sais, des fois, il faut que je réexplique pourquoi j'ai pris ces décisions-là, parce que on me challenge en disant, ben, c'est en prod, on pourrait-tu rester ça comme ça, puis pourrais-tu toi changer, puis là, je suis obligé d'expliquer, dire non, regardez, si on fait ça, on va souffrir plus tout à l'heure. Et puis on a tous vu les diagrammes où est-ce que plus tôt dans la méthode, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce que tu as encore le temps de changer. Donc, ce que tu as dit, puis je vais reprendre une de tes expressions, Mario. Ce que tu viens de dire, c'est fondamental. Parce que quand on parle de test, c'est pas tant ton travail en tant que tel que tu veux tester, mais l'application ou l'implémentation. L'implémentation, exact. Ça, c'est le bon terme. Est-ce qu'elle respecte les décisions d'architecture? Exact. Donc, comment je m'assure en tant qu'architecte que mon design a été bien implémenté? Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Essentiellement, ce qu'on dit, c'est, toi, l'architecte, le livrable principal que tu vas faire, c'est un document d'architecture. Tu vas documenter ton architecture. Puis, il y a quelque chose qui est correct à documenter l'architecture. Écoutez, je le fais tous les jours, la caisse, là, je suis là-dedans. Mais il faut comprendre à qui on s'adresse quand on documente une architecture avec un document narratif, c'est-à-dire un beau document Word, par exemple. C'est correct de faire ça. Sauf que ce que je peux clairement expliquer dans ce type de document-là, c'est toute l'explication, mais d'un point de vue affaires, d'un point de vue de décideur. Donc, parce que mon document, il doit satisfaire deux catégories de personnes. Les décideurs, les gestionnaires de projet, les vice-présidents, qu'eux autres veulent être sûrs que, cette architecture-là, ça tient-tu la route, puis ils veulent surtout comprendre quelles sont les limitations de la structure que j'ai faite. Par exemple, si, dans la structure, on dit, regardez, on va aller avec une approche Smart Client, il y a une contrainte à ça. C'est-à-dire que je peux pas, puis surtout si la sécurité est importante, je peux pas dire, tu vas pouvoir prendre n'importe quel browser à travers la planète, puis à distance te brancher, puis utiliser l'application. Peut-être falloir que les ordinateurs portables fassent du VPN pour entrer sur ton réseau local. Donc ça, c'est une contrainte que les décideurs, ils veulent le savoir. Parce que le jour où est-ce qu'ils vont dire, cette application-là, on voudrait travailler avec un partenaire, faut tout de suite qu'ils sachent, ça marchera pas comme ça. Ou en tout cas, ça va falloir donner les accès VPN, il va falloir les considérer comme étant des employés à l'interne. Puis là, il y a toutes des considérations de sécurité qui sont en jeu. Ça, c'est qu'il faut clairement l'identifier puis le dire dans ton choix d'architecture pour que les gens d'affaires te disent, oui, on est prêt à vivre avec, ou non. Là, tu as mal compris notre besoin d'affaires. Nous, on veut absolument être capable de pouvoir tout à l'heure déployer ça sur Internet. Donc, si c'est ce cas, là, il faut que tu revises ton architecture. Fait que ton document d'architecture peut être perçu comme un test, dans le sens que, s'il va évoluer. C'est un test du point de vue exigence d'affaires. Exactement. C'est-à-dire que je vais documenter pour les décideurs ce qui est de l'architecture, mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, à un moment donné, ils disent, parfait, ça a bien de l'allure. Puis là, ils servaient d'abord, ils disent, là, assure-toi que les implémentateurs, ceux qui doivent implémenter, nos développeurs, qu'eux autres aussi soient capables de comprendre l'architecture. Mais est-ce qu'il y a moyen d'automatiser certaines portions du test de notre architecture? Pour ce qui est, en tout cas, des hauts niveaux, moi, j'ai pas encore trouvé. Ça finit que je fais un document, puis je donne le haut niveau d'architecture pour, justement, les décideurs et tout. Par contre, ce que je ne fais plus, parce que souvent, même mon document de haut niveau, là, je me bande même plus de faire des gros documents, je fais des PowerPoint. Parce que souvent, ce qu'ils veulent, c'est une présentation, parce que tu leur fais un document de 20 pages, ils prennent pas le temps de le lire. Ils veulent le sommaire, puis le sommaire d'en dit pas assez, mais un PowerPoint, tu leur présentes en 1 heure, ils ont compris, ils ont vu les aléas de tes choix, puis là, ils disent, oui, c'est d'accord, c'est beau. Puis là, après ça, je me reviens de bord, puis je dis, non, faut que je fasse une documentation pour mes développeurs. Puis la documentation pour les développeurs, si je prends le même document, puis là, je commence à essayer de la rebonifier, puis rajouter des détails, puis aller plus dans le détail, je me rends compte vite que l'approche narrative, c'est pas le bon outil.
Parce que le développeur, lui, il veut savoir sur quoi je vais considérer que ce qu'il a implémenté, c'est bon ou c'est pas bon. Ben, moi, je lis pas, en tout cas. Je sais que on n'a pas le temps, hein. Mais l'autre problème que tu as aussi, c'est pas parce que je t'ai dit, par exemple, ben écoute, je veux que on soit capable de recouvrer les données sur de la journée précédente, que je t'ai donné assez d'informations. Là, tu veux recouvrir les données, tu veux dire quoi? Est-ce que dans BD, bon, si c'est dans BD, ça veut dire, donc je dois mettre en place une stratégie de backup de nuit, mais qu'est-ce que je fais dans les 5 dernières minutes? Puis là, tu dis, non, les 5 dernières minutes, on s'en fout de perdre des données. Mais la meilleure façon, c'est si je dis, voici comment je vais tester que ce que tu as fait a de l'allure. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une architecture dirigée par les tests. C'est que moi, pour les gens qui vont implémenter, au lieu de leur donner des gros documents de spécification, je leur spécifie mes tests d'architecture. Donc, dans ma première vision de ça, c'était juste, regarde, je vais documenter le test. Donc, on va dire, voici, moi là, comment m'a testé? Souvent, aujourd'hui, ça se résume à, je vais aller voir, par exemple, mettons que j'ai une règle d'architecture qui dit, vous devriez avoir des espaces de nom qui commencent par le nom de l'organisation, puis là, qui sont après ça, donc les espaces de nom, ça sert à structurer logiquement le code, puis là, il y a toute une structure logique que je veux qu'ils respectent. Comment je me fais un test pour valider ça? Ben, souvent, ça va juste être dire, regarde, voici ce que je m'attends, puis comment je vais le faire, c'est que je vais aller voir que tu as bien fait ça. Est-ce que ça revient à quasiment un document? Ouais, mais ça peut pas static code analysis pour faire ça. Ouais, ben, c'est ça. Puis là, il y a un outil fabuleux qui est NDPen, qui me permet, entre autres, de pouvoir, en tout cas, automatiser de plus en plus des tests, puis d'être capable de pouvoir, me faire des petits robots qui me disent oui, ça marche pas, parce que... Moi, j'ai downloadé ça aujourd'hui, j'ai roulé ça sur un de mes applis, c'est pas mal impressionnant. Très intéressant, puis j'ai découvert dernièrement, pendant l'entremise, j'ai fait une présentation, il y a quoi, un mois au groupe utilisateur, puis il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que NDPen avait un langage de query qui s'appelle du SQL, hein? C'est ça, puis donc là tu peux te servir de ça pour bâtir tes règles, pour bâtir finalement tes tests. Oui, il fait la complexité de maintenance, ce genre de choses là. Donc là, grosso modo, j'ai pas encore pris la peine d'excluser à fond cette avenue-là, mais c'est quelque chose, je me dis voici une piste intéressante. Ce que je rêve, c'est que ce discours-là que je promeux, qui est de dire on devrait bâtir des tests, nous les architectes, que Microsoft soit à l'écoute puis dise hey, on va vous donner ces outils-là dans le fameux environnement d'architecture. En plus, de vous permettre de valider, oui, ça peut-tu déployer physiquement, mais me donner des outils pour que je sois capable de bâtir des tests, ça serait bien parce qu'aujourd'hui, il faut tout que je me bâtisse des choses à la main. Comme je vous dis, très souvent, je suis limité par les coûts, le temps, donc je fais juste quelque chose de très simple. Mais même à ça, ça me permet quand même de pouvoir dire aux développeurs, voici moi là comment je m'attends que ça passe ou ça fail. Puis c'est sûr que quand je peux essayer d'automatiser, ben... Écoute, on automatise des tests de BD maintenant. Je peux pas croire qu'on peut pas commencer à automatiser des tests d'architecture. Hein? C'est pas facile parce que souvent on teste des concepts. Là. C'est des concepts qui sont écrits dans des règles d'affaires. Pour bâtir des tests, souvent faut que tu fasses de la métaprogrammation, faut que tu ailles inspecter. Donc si de la programmation pour adultes, souvent ce que tu dois faire. Nous, on est très sollicités parce que, en tout cas, les architectes, on nous sollicite toujours pour beaucoup de choses. Donc, tu dis, non, faut que je libère des journées juste pour bâtir des tests. C'est pas, en tout cas, ça fait pas partie de la culture des tests. Ben oui, je veux être sûr. Puis là, le premier réflexe, c'est, si tu leur as dit, ils vont le suivre. L'expérience démontre que c'est pas toujours comme ça. Il y a du monde que je sais, avec l'expérience, que je peux les avoir confiance en eux, mais le problème, c'est que les équipes sont mouvantes aujourd'hui. Moi, je suis un consultant, donc je suis engagé souvent dans des équipes qui sont d'autres consultants. Les gens sont là 3 mois, 6 mois, 1 an, du monde qui quitte parce qu'ils veulent aller faire un autre type de mandat. Donc, ça bouge. Puis les nouvelles personnes qui rentrent, comment eux autres peuvent vraiment tout saisir les détails fins de l'architecture? Pas toujours. Donc, ils vont peut-être faire des choses qui brisent l'architecture, puis j'aimerais ça avoir des tests automatisés que je pourrais rouler, par exemple, à toutes les nuits, puis détecter, dans le dernier build, il marche plus parce qu'on respecte plus l'architecture, plutôt que juste dire le dernier build, il marche plus parce que j'ai un test unitaire qui a failé. Je vais aller un petit peu à l'inverse ici. Est-ce qu'on pourrait pas, plutôt que faire des tests, utiliser des outils là, comme des Software Factories ou le GATT, le fameux... c'est tout le discours des Software Factories. Le discours des Software Factories, sont restreints. Eux autres, ils se disent, c'est nous, au lieu de valider par après, ce qui est un peu l'approche que moi je dis, c'est on va valider par après parce qu'on va présumer que les individus sont intelligents et ils vont faire pour le mieux. Puis on va juste checker finalement s'il y a eu une défaillance.
qui est le proche de gestion très classique. En tout cas, les gens qui font de la qualité, c'est ça qu'ils vérifient. Ils cherchent juste à trouver qu'est-ce qui est hors norme. Mais quand tu es dans la norme, on s'en fout. C'est correct. L'approche Software Factory, c'est l'inverse. C'est de dire, moi, je vais créer un outil, je vais customiser un outil pour que tu ne puisses pas faire autrement que la bonne affaire. On t'amène dans le droit chemin, là. Le X, en tout cas, la complexité qu'il y a avec ça, c'est la bonne affaire pour le contexte d'affaires. C'est pour ça qu'on dit, on va avoir des langages spécifiques pour le domaine, pour que on soit capable d'exprimer le domaine, pour que tu sois sûr que tu fasses la bonne affaire. Puis là, la grosse découverte, c'est, savez-vous, faire ça coûte cher, puis souvent, il n'y a pas de modèle d'affaires rentable en arrière de ça. Chaque domaine est tout est dans le domaine financier, puis je suis sûr que tu irais dans une banque ou dans une autre banque, puis ça n'y aura pas un qui serait pareil. Ben non, juste comment on s'entend sur les mots du vocabulaire. Tu sais, un investissement à un endroit X peut peut-être pas vouloir dire la même chose qu'un investissement dans une autre organisation financière, parce que on s'entend, le concept général, oui, mais le fin détail, puis c'est dans le détail qui est toujours la complexité essentielle, la plus ardue. C'est le fin détail qu'on veut vraiment être capable de saisir. Puis c'est là où les tests qui passent par après vont être capables de valider ces genres de choses-là. Je dis pas que l'approche Software Factory... Je dis juste que je suis un peu sceptique. Je me dis, s'ils sont capables de le faire puis ils arrivent à quelque chose de bien dans le futur, tant mieux. Mais mon discours à moi, c'est de dire, peut-être Microsoft, vous avez beaucoup de moyens financiers, partez donc plusieurs chemins pour atteindre ça. C'est-à-dire l'autre chemin qui serait aussi de bâtir des tests, en tout cas des tests d'architecture pour valider. Puis ultimement aussi, si on peut commencer à réfléchir sur comment on pourrait tester une architecture, ta question initiale, Guy, qui est vraiment pas banale et même fondamentale. Comment je peux être sûr quand je fais une architecture que ce que je fais là a de l'allure? Aujourd'hui, puis je pense pour ça qu'on doit dire que le travail d'architecte, il y a une dimension qui est artistique, qui est pas juste scientifique ou en tout cas de l'ingénierie. C'est que bâtir ces tests-là, en tout cas, il n'y a pas de façon. Aujourd'hui, on n'a pas de façon. Je ne sais pas si dans le futur, on va avoir une façon, parce que c'est un peu comme... On va faire une certaine analogie que peut-être des gens vont trouver tirée par les cheveux, mais dans quelle mesure je suis sûr, quand je suis un peintre, que je m'appelle Salvatore Dali, que je suis en train de faire une œuvre d'art qui va vraiment être une œuvre d'art, justement, qui ne sera pas juste une peinture banale. Parce que les architectures, t'as des architectures qui sont des œuvres d'art dans le sens que ça répond à toutes les exigences du client, ça a été le moindre coût et ça a simplifié beaucoup le problème. L'équipe a réussi à sortir une solution dans un délai très respectable. Puis à côté de ça, t'as quelqu'un d'autre qui bâtit une architecture qui va aussi satisfaire le besoin, mais va prendre 2 fois plus de temps, plus de coûts, puis mais ultimement, le client va dire ouais, ça satisfait le besoin. Mais est-ce que donc c'est un peu la partie artistique, elle est là, c'est quand tu peins une peinture, comment tu peux valider que ce que tu peins est bon? C'est plus une question d'appréciation, Ouais, parce qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art pour quelqu'un, mais un déchet pour quelqu'un d'autre. Exactement. Tu sais, puis tout est très subjectif. Aujourd'hui, j'avais une grosse discussion sur... en tout cas, dans la solution, une des solutions que je préconise, avec Net 2.0, on parle sur classe. Donc, au lieu d'utiliser de l'héritage, ou au lieu d'utiliser la composition, par exemple, genre des objets d'affaires qui vont contenir, par exemple, un dataset à l'intérieur, qui est une approche qui pourrait être acceptable. En tout cas, dans notre cas, nous, techniquement, c'était acceptable. Ce que je disais, c'est non, on va plutôt littéralement faire des partial classes. Donc, on n'aura pas de contenance, de composition ou d'héritage. Ça va être la même classe. Donc, mon dataset fortement typé peut devenir aussi un business entity, une entité d'affaires. Puis, je pourrais y rajouter des comportements dans une partial class. Puis, les gens avec qui je discutais, eux autres étaient beaucoup plus familiers avec le Java et tout le .NET 1.1. Donc, eux autres, le concept de partial class, connaissaient pas ça. Puis là, c'était très déconcertant pour eux. Puis, un coup que j'ai expliqué, là, ils voyaient, la puissance de ça, les faiblesses aussi dessus, puis là, il mettait ça en relief, puis il a dit, là, t'es sûr que c'est... Puis bon, là, moi, j'expliquais toujours mes justifications, je pense que ça, c'est correct pour telle chose, puis ultimement, les gens se sont dit, OK, on pense que, ta solution va tenir la route, puis il n'y a pas de problème, puis, c'est bon, puis... Mais, ultimement, j'aurais pas avec quelqu'un d'autre qui aurait dit, non, vraiment, là, faut vraiment que tu fasses de l'héritage, c'est la seule façon, faut que tu me fasses des objets d'affaires, pas juste fortement typés, mais qui ont beaucoup de comportements associés. Tandis que là, moi, je préconise plus une approche très procédurale déguisée, c'est-à-dire avec des use case controllers, des transaction scripts du côté de la logique d'affaires, qui est une approche, en tout cas pour le type de complexité de problèmes qu'ils ont résoudre, qui est très, très, très acceptable. Mais j'aurais pas avoir quelqu'un qui va dire, faut que tu fasses ça.
Puis là, ça a été plus une question d'appréciation. C'est un peu comme, est-ce que ça doit être orange ou rouge, la peinture? Des fois, c'est très discutable. On est tous des artistes dans l'œil. Fait que dans un monde idéal, là, on sait là, qu'aujourd'hui, là, il y a pas grand-chose à tester une architecture. Tout à fait. Mais dans un monde idéal, là, ça serait quoi, là, ta vision? Ben, dans un premier temps, je rêve pas du tout qu'on soit capable de me faire des outils pour que je sois capable de vraiment valider, de dire l'architecture est bonne ou est pas bonne. Ben oui, fournissez-moi moi des outils que je sois capable de valider que le mapping entre la structure logique et la structure physique marche. Ça, parfait. Surtout que, tu sais, c'est deux mondes, les architectes d'infrastructure et les architectes applicatifs. Donc, ça, c'est parfait. Let's go, fournissez-moi ça. Donc, on peut faire un peu évoluer, là, ce qu'il y a déjà dans Team System. C'est ça. Si Microsoft arrive à faire quelque chose d'intelligent avec ça. Mais ce que j'aimerais qu'ils me fournissent, c'est essentiellement la capacité de programmer mes règles, mes fameuses décisions d'architecture, en tout cas mes tests pour valider mes décisions d'architecture. Aujourd'hui, j'étais assez limité, là. Donc, sais-tu étendre FXK pour me donner plus de fonctionnalités? Probablement que ça, c'est une piste intéressante. Sais-tu de donner d'autres outils ou d'autres langages de programmation, peut-être avec la programmation dynamique qui s'en vient dans le futur, vont peut-être être capable de faire des choses, puis là, Microsoft pourrait me fournir des choses. Sais-tu de donner la capacité littéralement dans le framework de tests unitaires de dire ça sert pas juste à faire des tests unitaires, mais tu peux avec ça faire des tests fonctionnels et héberger aussi tes tests d'architecture, mais que ça soit dans le produit, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire un pitch de vente à l'organisation, de dire hey, je pourrais mettre des tests d'architecture parce qu'aujourd'hui, les décideurs, il suffit beaucoup au discours de Microsoft, puis quand tu es un peu à côté de ce que Microsoft dit, il faut toujours que tu justifies 2 fois plus qu'une. Mais moi, je pense que ça, il y aurait des bénéfices à ça. Premièrement, le premier bénéfice, c'est quand je vais changer mon architecture, parce que j'ai pas le choix, là. Il y a des nouveaux besoins qui font que je vais devoir revoir mon architecture. Mais moi, quand je change, si je me suis bâti toute une panoplie de tests, ben, j'aurais les mêmes bénéfices qu'on a aujourd'hui avec le test-driven development, c'est-à-dire que je prends factoring et toujours vérifier que je brise pas d'autres règles d'architecture. C'est-à-dire, si je change une règle d'architecture, par exemple, je décide que je passe d'une architecture, mettons quelque chose de drastique, là, web à Smart Client. Ben, il y a peut-être d'autres règles, par exemple, toutes des règles qui touchent la sécurité, que peut-être que je vais briser. Mais si mes tests me le diraient tout de suite, le jour même, c'est-à-dire quand je fais mes changements, de dire hey, là, ça c'est brisé, faut que tu revises ça. Puis je serais même capable à ce moment-là de peut-être découvrir, voici mon arborescence de tous les tests qui marchent plus, donc je suis capable de quasiment pouvoir voir, changer ça coûte tant en d'autres coûts d'architecture. Si j'ai bien documenté mon architecture, mes tests, c'est ce que je pourrais avoir finalement, comme aujourd'hui on veut nous proposer avec Team System, c'est-à-dire si je change ce code-là dans ce classe-là, c'est quoi les impacts sur tous les autres tests à cause des dépendances? Là, je serais capable de voir mes dépendances entre mes fameuses décisions d'architecture. Donc, le bénéfice de ça, c'est favoriser que je puisse changer à un moindre coût. Parce que, ultimement, Martin Fowler, dans son fameux papier où est-ce qu'il expliquait qu'un architecte, ce qu'il fait dans la vie, c'est prendre des décisions irréversibles, il terminait en disant, ce qui serait bien, finalement, c'est que l'architecte puisse travailler à rendre réversibles toutes ces décisions-là. Moi, je pense que si on fait une approche dirigée par les tests, en tout cas une architecture dirigée par les tests, on se prépare à rendre réversibles nos architectures parce que ça va coûter moins cher, voir tous les impacts d'un changement d'architecture. On peut surtout voir les impacts puis de savoir combien d'argent ça va coûter. L'autre chose aussi, vu que j'ai pas d'outils aujourd'hui qui me permettent de valider que mes choix d'architecture sont les bons, si je suis quand même capable de valider que mes tests d'architecture fonctionnent et que ça marche bien, puis ce qu'on développe est synchrone avec ça, en tout cas, ça me rend beaucoup plus confiant. Je me sens moins dans le vide. Aujourd'hui, là, l'architecte, là, ce qu'il fait, c'est il met des pas dans le vide, puis il se croise les doigts en disant « J'espère que tout va tenir la route ». Puis une grande partie de son art, c'est d'avoir l'art de communication pour rejustifier pourquoi on doit changer, sans avoir l'air trop idiot. T'as aussi des bénéfices cachés dans tes affaires aussi, c'est que tantôt tu parlais que le monde peut rentrer, sortir d'un projet, donc c'est difficile de savoir est-ce qu'il est au même niveau que les autres. Oui. Ça. Donc avec ça, tu es capable tout de suite de dire ok, tout va bien. Oh, là on a un problème ici. Ah, c'est qui? C'est potentiellement le nouveau qui vient d'arriver. Donc on peut le remettre dans la bonne affaire. Puis une autre affaire que je pense pas que tu as considéré ou peut-être tu as considéré, c'est de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? On envoie notre développement en Inde.
OK? Donc, Ouais. en faisant notre architecture ici, puis de plus en plus, les jobs d'ici, ça va être des jobs d'architecture. Puis on va faire quoi? On va envoyer notre travail d'architecture, ça va se faire dans un autre pays. Donc, avec un moyen de pouvoir tester ces architectures-là, ça peut aussi, en même temps, pendant que c'est développé ailleurs, ça peut tester si ça suit les règles, si c'est bien développé ailleurs. Puis ça nous donne le bénéfice que parce qu'il y a beaucoup de projets qui réussissent pas parce qu'ils sont envoyés ailleurs, puis il faut qu'ils soient refaits quand ils sont ramenés ici. Ça nous permet avec ça de valider ça aussi. Le point que tu amènes, moi j'avais mis ça dans on prévient le risque. C'est-à-dire que si je décide, par exemple, ma stratégie c'est de faire du développement à distance, ben moi je vais être capable de valider que ces gens-là respectent l'architecture parce que c'est encore plus difficile si t'es pas avec l'équipe de pouvoir faire les bonnes revues et ces choses-là. T'es pas avec l'équipe, t'es même pas dans les mêmes heures non plus, souvent. Mais il y a une question fondamentale qui reste quand même. J'ai dit que l'approche des software factories, d'essayer de tout limiter le champ d'intervention du développeur pour le forcer à faire juste ce qu'il a besoin de faire, que j'étais un peu sceptique sur le succès parce que les premières ébauches démontrent que ça coûte extrêmement cher faire ça. De l'autre côté, il y a du monde qui pourrait dire, ben écoute, bâtir tous tes tests, ça doit coûter extrêmement cher aussi. Donc, qu'est-ce qui est moins dispendieux? Limiter le travail de développeur ou revalider par après que le développeur a bien créé ce qu'il devait? Moi, ce que je sais, pourquoi je préconise plus l'autre approche, c'est que dans l'approche où je passe par après, comme je l'ai dit, je vais juste vérifier ce qui sort de la norme, mais je vais pas impacter la puissance de créativité des développeurs parce que ce qui est bien aussi, parce qu'une des choses qu'on veut de moins en moins, qu'on se refuse à reconnaître, c'est que dans le travail du développeur, il y a aussi une partie artistique. Énorme. Absolument. Puis cette partie artistique-là, si tu lui limites ses outils, c'est comme si tu y enlèverais des couleurs dans sa palette, puis là, tu dis, ben vas-y, peinture-moi une belle peinture, mais t'as juste du blanc puis du gris. Ouais. Puis après ça, tu dis, je comprends pas, il n'y a pas d'orange. Je dis, moi, mais tu me l'as pas donné, l'orange. Mais si tu m'aurais donné tous les outils, je ferais pu te faire quelque chose peut-être de fabuleux, parce que très souvent, une équipe va arriver avec des solutions beaucoup plus meilleures que ce que les architectes auraient pu penser puis qu'ils auraient pu mettre dans la fabrique de logiciels. Mais la fabrique de logiciels, tu vois, nous autres, on embrasse ça énormément, là, chez EDS, là, c'est très fort là-dedans, puis tout ça, puis on regarde beaucoup ça, parce qu'on a quand même aussi un modèle où est-ce qu'on a multiples clients, on a beaucoup de clients, puis ça donne qu'il y a beaucoup de choses qu'on répète souvent. Donc, quand tu fais des pizzas, tu as besoin de la formule à pizza. OK? Fait que là, tu as besoin du collimateur, là, le four à pizza qui va te produire une pizza en 10 minutes, là. C'est ça que tu as besoin. Mais ça, c'est toute l'approche génération de code, ces choses-là. Ouais. Puis moi, moi, ce que je préconise est loin d'être contre ça. C'est comme, absolument. allez-y, allons-y gaiement. Moi, je préconise l'utilisation de génération de code, puis de... Ouais, sauf que les outils présentement pour bâtir des software factory sont pas là. C'est long. C'est complexe. rudimentaire. C'est une V1 de ça. Oh, ouais, c'est comme bon. Tu t'es dit ton ils ont XML du chemin à faire. directement. Puis oui. c'est, tu sais, puis V1 dans le sens d'une vraie V1 là. Souvent que si on prend par exemple Team System, j'ai déjà dit c'était pas une vraie V1 parce que ceux qui ont développé Team System, c'était ceux qui venaient de chez Rational qui avaient déjà développé 2 versions, donc c'était une version 3. Puis même là, on voit ils sont encore rough. Ouais. Je parle de ça, puis là, ça me fait penser qu'il y a aussi un autre bénéfice qui est non négligeable. C'est la fameuse documentation qu'on faisait papier était toujours pas updatée, était toujours out of date. Là, Ça, c'est-à-dire, c'est le pire problème. J'allais voir, je me demandais si tu avais une solution pour ça. Ben, si tu bâtis des tests, c'est difficile tes tests de les laisser pourrir parce qu'ils fail. Tu sais, c'est-à-dire, donc tu es obligé toujours de les actualiser. Donc les tests, ça a l'autre bénéfice aussi, c'est que ça devient un livrable qui est perçu comme du code, donc que tu veux garder rationnel tout le temps. Ce que la documentation a pas. Puis l'autre chose aussi, les fameuses fabriques de logiciels, ce que genre, tu sais, comme par exemple avec le Smart Client, aujourd'hui nous autres utilisons la fameuse Software Factory de Smart Client. Ça génère ton premier coup, mais après ça, tu vas développer. C'est très, en tout cas, ça peut être très facile aussi que ça ait le même faux pli de, ils viennent complètement dépasser, puis à un moment donné, ils m'ont dit, ah oui, utilise plus ça, on a pris ça il y a 3 ans, mais aujourd'hui, regarde, c'est comme ça que tu vas, c'est le générateur initial, mais après ça, tu y touches plus, là. Tandis que les tests, ben, garde en tout cas, l'approche agile a démontré que de bâtir des tests, c'est une façon éprouvée de pouvoir être capable d'assurer une qualité optimale de ce que tu fais. Mais tes tests, faut qu'ils évoluent aussi. Oui, c'est sûr. C'est à toutes les fois que tu fais évoluer ton architecture, donc que tu modifies la décision, tu dois modifier ton test parce qu'il faut qu'il passe. Donc, je dois modifier mon document, je dois modifier mes tests, je dois modifier Software Factory. Non, donc, c'est de la documentation dynamique.
Puis la conclusion de ça, c'est que je pense que la vision qui était de dire l'architecte il peut arriver juste au début du projet, puis après ça il peut disparaître pendant 4 mois, puis revenir à l'autre itération. Oh. Ça, je pense, c'est une vision erronée. La vraie vision, c'est que l'architecte il doit être là de bout en bout, et une grande partie de son travail, c'est de bâtir ces fameux tests-là. Ben oui, surtout qu'on travaille de plus en plus avec des itérations qui sont plus courtes, de sorte que, ton cercle ou ton cycle est beaucoup plus court, de sorte que tu peux avoir plus d'implications tout au long du projet que selon au début. Tout à fait. Puis là, ce que ça va permettre, ça, c'est de bien différencier le fameux rôle d'architecte d'entreprise du fameux rôle d'architecte applicatif, qui aujourd'hui souvent s'overlappe parce que on demande à un architecte applicatif d'être sur 10 projets, ou en tout cas 4-5 projets en parallèle, puis l'architecte d'entreprise, lui, s'occupe aussi de ces 4-5 projets-là, puis tu dis, quelle est la valeur ajoutée de chaque? L'architecte d'entreprise, lui, va être vraiment sur plusieurs projets pour s'assurer que les architectures cibles, que la vision globale est là. Mais là, les architectes applicatifs, eux autres, vont être sur un projet à la fois, et ils font vivre leur projet parce que leur mission est vraiment clarifiée. Puis, à ce moment-là, en tout cas, on va peut-être aider à simplifier le fameux débat. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des architectes d'entreprise? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des architectes applicatifs? Ou en tout cas, ce qu'on appelle des solution architects ou des software architects. En tout cas, il y a beaucoup de termes. Le seul place que le vocabulaire est assez standardisé en architecture, c'est infrastructure architect. Ça, tout le monde s'entend. Ouais. Mais du côté, en tout cas, applicatif puis entreprise, là, c'est encore très flou. Puis ma petite contribution, j'espère qu'elle peut peut-être aider aussi à clarifier peut-être ce millimélo-là. Parfait. En terminant, Mario, est-ce que la question habituelle... Oui, je sais que la question tu vas me poser. Ah, et puis je pense... écoute, t'as dû te préparer là. Mm-hmm. Donc, la question, c'est, est-ce que t'as un blog, un livre ou quelque chose qui va avec le sujet que tu pourrais nous suggérer? Oui, ce que je vais vous recommander, c'est une lecture. Moi, je crois beaucoup que... En tout cas, on peut pas s'améliorer si on continue pas à toujours lire et se documenter. Puis, j'essaie autant que possible de continuer à lire des livres. C'est difficile, mais il faut se forcer. Puis, j'ai fait une très, très, très agréable une découverte cette année. C'est mon livre à date de 2007. C'est un livre qui est publié par un cabinet conseil d'architectes de Paris, Octo, pour pas les nommer. Donc, eux ont écrit un livre qui s'appelle « Une politique pour les systèmes d'information ». Puis, écoutez, je connaissais pas du tout Octo. J'ai reçu un courrier, mais Guy et moi, on a reçu un courrier dans le temps des fêtes, des taux qui ont dit, écoutez, on écoute votre podcast et on écrit un livre et on voudrait vous en faire parvenir une copie. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis, oui, un fou d'une poche, hein. Puis, donc, j'ai reçu le livre en janvier. Là, ils vont nous écouter puis on va dire, un fou d'une poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on refuse pas quelque chose qu'on nous offre gratuitement, même si peut-être on va le mettre de côté et on le lira jamais. D'accord. Donc, j'ai reçu le livre en janvier. J'ai commencé à regarder la table des matières. Puis, juste à la lecture de la table des matières, là, j'étais fortement intrigué. Parce que je voyais mes dadas, là, approche incrémentale, conception dirigée par les tests, modèle d'équipe. J'ai dit, oh my, ils ont l'air à parler de choses intéressantes. Puis, je commence à lire la préface. Puis là, je me rends compte que eux, leur discours s'adresse pas aux développeurs. Leur discours s'adresse aux fameux gestionnaires de TI qui ont beaucoup de misère à comprendre qu'est-ce que c'est ça, l'approche agile. Mm-hmm. Parce que pour eux autres, ça fait pas, le rationnel n'est pas là du tout. Puis c'est des gens qui, moi, tous vivent dans un monde rationnel. Puis quand on commence à t'expliquer que l'approche agile, c'est qu'on va faire des itérations courtes, on a beaucoup de misère à comprendre, qu'on doit faire des tests en premier, encore plus de misère à comprendre. Mais ces gens-là, les gens de chez Octo, ont réussi à... En tout cas, moi, je trouve que c'est vulgarisé. C'est sûr que c'est européen, donc on met de l'avant beaucoup plus la théorie que la pratique. Donc pour un Nord-Américain comme moi, ça peut peut-être nous agacer à la première lecture, mais je considère quand même que c'est le premier livre que je vois où on a réussi à vulgariser pour les gens de TI pourquoi ils n'ont pas le choix de prendre l'approche agile. Moi, c'est un livre que je considère, c'est mon livre de 2007 à date. C'est un très bon livre, bonne vulgarisation. Puis bon, forcément, c'est pas juste les gens de TI qui devraient le lire, les développeurs devraient le lire aussi parce qu'on apprend beaucoup à la lecture de ça. Je sais que toi, Guy, tu as commencé à le lire aussi. Ben oui, parce que tu me l'as refilé. Puis je suis dans les premières pages. Écoute, je pense que j'étais à la 60e page. Puis
Vraiment, c'est vraiment fascinant. Là. Donc, je le dévore là tous les jours là dans le métro, puis j'ai bien hâte de le Souvent, terminer. quand on le lit, on dit « Ah, c'est ça que je voudrais dire à mon gestionnaire pour qu'il comprenne finalement pourquoi. » Puis là, eux trouvent des mots pour expliquer les choses. C'est dans notre langue, en plus, c'est en français, ce qui est Ouais. pas négligeable. On lit beaucoup en anglais, mais là, un bon livre écrit en français, c'est intéressant. C'est malheureux, par contre, qu'il soit juste en français. Ça va être difficile de le faire partager par la communauté anglophone. C'est ça. Par contre, je pense qu'il est juste disponible en Europe. Hein? Ça, c'est l'autre chose. On va mettre le lien, mais t'sais, on peut pas l'acheter sur Amazon. Ou en tout cas, on peut peut-être l'acheter sur Amazon de France, mais c'est sûr que eux, ils ciblent la communauté européenne, mais Il faudrait peut-être... tu peux quand même le commander Ouais. puis payer les frais de transport. Là. Ouais, on va mettre les liens sur la page du Visual Studio Talk Show. Vous allez pouvoir aller voir le livre, puis peut-être le commander. Puis on verra, peut-être qu'avec les années, il y aura une traduction anglaise qui viendra. C'est sûr que ou pour un les distributeur nord-américain aussi. qui s'intéresseraient puis qui verraient la valeur ajoutée. En tout cas, c'est un bon livre. Je le recommande fortement. Bon, parfait, Mario. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Donc, Étienne, on va passer aux actualités. Habituellement, c'est moi qui s'occupe de tout ça, là. Alors, je suis un petit peu déconcerté ici, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine? Ben là, moi, je vais parler pour mon patelin, hein, souvent, parce que c'est ça que je regarde beaucoup dans les nouvelles, moi. Mais c'est quand même des activités, des Ton choses. patelin étant en Visual Fox Pro. Fox Pro, c'est ça. D'ailleurs, Fox Pro n'est plus supporté par Microsoft. Ça, c'est pas une nouvelle, mais je pense que c'est une nouvelle. Ton patelin, c'est Team System. Effectivement, c'est Team System. Donc, il y a eu des nouveautés dans le monde de Team System. Effectivement. Donc, il y a eu une grosse nouvelle la semaine passée, c'est que Microsoft a acheté la compagnie DevBiz du TeamPlane, dont on a fait une démo au workshop la semaine passée. Ben oui. Et puis ça, c'est une excellente nouvelle parce que je sais que moi puis Mario, on était sur beaucoup d'appels où est-ce que le monde disait « Hey, on veut avoir une solution web pour accéder à nos données, Team System, tout ça. » Puis on disait à Microsoft, si vous n'êtes pas capable de le faire mieux que TeamPlane, achetez TeamPlane. Fait que là, ils nous ont écoutés puis ils ont acheté TeamPlane. Donc TeamPlane, c'est une interface web sur TFS. Exactement, puis ça nous permet d'aller accéder à... On est très nous, on est sûr que c'était à cause de notre intervention qu'il a acheté. Là. C'est Ouais. aucune autre variable que vraiment Ouais. c'était Microsoft a acheté. C'est parce qu'Étienne, puis bon, on a dit achetez-le. Absolument. Il l'a Puis, acheté. puis j'ai parlé avec Brian Harry aujourd'hui, puis il m'a dit effectivement exactement ce que tu viens de me dire. C'est à cause de ce que Mario et Étienne ont dit qu'on a acheté, qu'on a acheté Mon TeamPlane. Dieu. Et puis Les en même égos, temps, C'est beau rêver, mais quand même. et puis, mais j'ai effectivement parlé à Brian Harry de ça aujourd'hui, là. Puis justement de la version 2, parce que il avait enlevé la version 2 de TeamPlane qui était en release candidate quand ils ont acheté la compagnie. Et puis tout le monde disait la version 2 est bien meilleure, bien plus rapide, s'il vous plaît remettez-la. Puis ils l'ont remis aujourd'hui. Donc ça c'est une autre nouvelle. C'est gratuit d'aujourd'hui. maintenant. C'est effectivement gratuit quand C'est gratuit on a si tu as ta licence de Team TFS. System, là. exactement. Ils ont aussi fait une grosse annonce la semaine passée qui était le roadmap du futur de Team System et Visual Studio, surtout la portion Team System de Visual Studio, là, Orcas et finalement Rosario. On a le droit de dire le terme Rosario. On était sous NDA, on ne fait pas utiliser ce terme-là. Rosario, c'est La version après. la vraie version 2. Parce que la version Orcas, c'est comme la version 1.1. Donc, la vraie version 2, c'est la version Rosario. Puis, ils ont annoncé, si on va on va mettre le site web sur le site de Visual Studio Talk Show, mais vous allez pouvoir aller voir là, les nouveautés. Juste pour le bénéfice, nous, là, quand on va faire le software design review, là, Microsoft sont en train de fermer avec ça dans les jours, les semaines qui suivent, ça va fermer qu'est-ce que va faire Rosario. Exactement. Parce que là, c'est un processus, mais un coup que t'as fini ça, là, tu sais, des fois, le monde se dit, je comprends pas, j'aurais dit de changer ça. Je dis, regarde, t'es bien trop tard dans le processus, là, ça se passe, 2 ans avant. 2 ans avant.
Puis donc là, nous, ça fait quasiment 6 mois, 8 mois qu'on travaille pour définir Rosario. Puis là, on va closer, dire ben Rosario, ça va être ça. Puis moi, je travaillais avant que le concile commence. Moi, j'étais déjà là-dessus aussi. Ouais, donc, parce ça que- fait presque 1 an qu'ils travaillent là-dessus, là, au moins. Là. Puis là, on arrive au mois d'avril, c'est comme la fin. Après ça, ils vont commencer à travailler sur le prochain nom de code, mais on sait pas On n'a encore. aucune idée de ça. Puis en parlant de ça, il y a aussi un update sur le site de Brian Harry, son blog là, aujourd'hui, sur qu'est-ce qui s'en vient à Orcas. Il a vraiment passé à travers toutes les couches, puis il a expliqué vraiment tout qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui va être disponible dans le bêta 1 qui s'en vient, qu'est-ce qui va être disponible dans le bêta 2. Donc, allez voir son blog, ça vaut la peine. On va mettre un lien sur le site. Absolument, effectivement. Et puis, je pense que Guy, ça le démange là. Il s'en va à une conférence bientôt là. Puis, Ben en fait, je m'en vais à Mix, qui est une nouvelle conférence de Microsoft. En fait, c'est la 2e année. Ça a lieu à Las Vegas. Puis Mix, ce qu'ils disent, c'est que c'est une conversation de 72 heures. En fait, c'est une espèce de conférence où c'est pas seulement de la technologie Microsoft, tout ce qui touche le C'est web. Web 2.0. Ouais, le fameux Web 2.0. Et puis, ce que on commence à voir un petit peu soit sur les blogs des gens de Microsoft ou de la part des gens de Microsoft, La c'est rumeur court. c'est qu'il va y avoir de nombreuses annonces importantes à Mix. Donc ça a lieu à la fin du mois et je vais y aller. donc c'est des annonces importantes sur le Web 2.0. Aucune idée. Moi, je peux vous confirmer. Écoutez, on va vous revenir avec quand ça va être annoncé, mais il y a des bonnes T'es annonces. supposé d'avoir aucune idée, Mario. Mais on en a des idées. On en a des idées, mais on va les garder pour nous autres. Mais on n'a aucune idée. Donc, Ça fait le tour des nouvelles? Oui. Parfait. On peut peut-être annoncer qu'est-ce qui va se passer dans les prochains meetings au groupe d'usagers Visual Studio Montréal. absolument. Donc, le 23 avril qui s'en vient, toi-même et Martin Lapierre. allez nous Il va falloir que je prenne en note. Ouais, il va falloir que tu prépares ta présentation, peut-être. OK. Le 23 avril, c'est dans une dizaine de jours en passant. Vous allez parler de Subsonic, un DAL à 0 code. Ouais, ça va être pas mal intéressant en fait pour ceux qui sont tannés de refaire tout le temps la même couche d'accès aux données ou ceux qui trouvent que c'est très long à chaque fois de dire bon, j'ai un formulaire puis il faut que je fasse ma couche d'accès aux données de ADO, les paramètres, etc., etc. Puis Martin, il travaille pas pour Subsonic, justement? Ben, en fait, Subsonic, c'est un outil open source qui est disponible gratuitement sur le web. Puis Martin fait partie depuis quelques mois de l'équipe de développement de Subsonic. Donc, il va pouvoir aller très creux là dans le produit. Souvent, on a peur d'utiliser un produit open source parce qu'on se dit bon, avec qui l'utilise? À la caisse, là, nous, on l'utilise. Ça risque d'être bien intéressant, en tout cas. Donc, puis à date, là, il n'y a que des choses positives sur, tu sais, ça. Mon architecture tient toujours, ma décision d'architecture tient toujours la route. Ouais, on va tester ça plus tard. Il y a aussi, lundi, le 7 mai, le conférencier, ça va être Simon Laroche qui va nous parler de framework d'application web monorail du projet Castle. Wow, c'est tout un titre, ça? Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir ça parce que j'ai aucune idée de toutes ces Intriguant, affaires-là. hein? Donc, ça va être très intriguant, ouais. En tout cas, vous allez voir, c'est intéressant. C'est tous les fameux langages dynamiques, puis tout ce qui vient de la communauté Ruby. Oui, ça va être intéressant parce que ce monde-là, c'est un petit peu étranger à tout ce qu'on voit dans le domaine Microsoft, mais là, on a tendance à s'approcher tranquillement. Là. On a beaucoup à apprendre, nous autres. D'ailleurs, nous, on est en train de s'étudier dans une émission là, sur ça avec Scott Bellware. Oui, absolument. Ceux qui, malheureusement, ne demeurent pas à Montréal, ne désespérez pas, on va vous introduire au sujet. Puis Parfait. je pense, Mario, t'as une nouvelle, toi aussi, de ton côté. Oui, là. c'est vrai, parce que ce que j'ai parlé aujourd'hui de architecture dirigée par les tests, en tout cas, en janvier dernier, à un moment donné, les gens qui s'occupent de la revue Architecture Journal, qui est publiée par Microsoft, ils demandaient est-ce qu'il y a des gens qui veulent écrire des articles sur... puis le thème, c'était l'infrastructure. Et moi, je regarde ça, puis là, j'étais dans mes bébés, justement, de réfléchir sur le challenge d'exprimer avec des tests l'architecture. Puis là, je me suis dit, ça se ferait se faire, ça, pour l'infrastructure. Donc, j'ai décidé de soumettre un papier puis de dire, regardez, je voudrais écrire sur ça. Puis, ben, j'ai été choisi. Donc là, mon article qui s'appelle Test Driven Infrastructure A été accepté. était accepté. Puis A été publié. Il va être publié officiellement là, dans 2 semaines. Donc, En fait, je l'ai avec moi. Toi, tu as une copie Pirate.
Ben non, la copie officielle, c'est juste faut qu'ils attendent, qu'ils impriment et tout. Voilà. Puis ils vont le mettre sur le site web. En tout cas, d'ici 2 semaines. Puis On va mettre le lien sur le site web du Visual Studio Talk Show. puis c'est les mêmes concepts, mais que là, j'applique pour les finalement aux architectes d'infrastructure pour montrer que ça s'applique autant en infra qu'en applicatif. En tout C'est un cas, exercice de style que j'ai fait, finalement. mais félicitations pour être pour Ouais, avoir été félicitations, publié effectivement. sur cette Ouais. ce magazine-là. Puis ça m'a forcé à parfaire un peu mes connaissances avec PowerShell, parce que là, les gens d'infrastructure, c'est beaucoup PowerShell. Mhm. Donc, c'était aussi, des fois, il faut se donner des petits défis pour se botter le cul. Absolument, c'est pour, comme ça qu'on apprend. Ouais. Donc, ben, ça termine l'émission, je pense. On a un petit peu dépassé notre durée habituelle, mais je pense que Moi, j'adore dépasser. c'est exceptionnel. C'est le pour- 50e. Exactement, c'est Ouais. pour le 50e. Alors, ben, j'aimerais remercier mon co-animateur, Étienne Tremblay. Ça me fait plaisir, Guy, comme d'habitude. Ça a été vraiment agréable. Puis, évidemment, Mario, mon Guy- comparse habituel. Guy, t'as bien fait ça, donc on va peut-être switcher de Ah, chaise. Tu vas switcher. devenir un co-animateur, puis tu vas prendre le leadership. Des fois, si un est malade ou est à l'extérieur du pays, ben, on peut prendre la relève. Tout à fait. Donc, on remercie nos auditeurs et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission aux alentours du 18 avril. On va voir Éric Moreau qui va nous parler de Link, Language Integrated Query. Ça va être intéressant. Ça va être bien intéressant En parce effet. que c'est, d'après ce qu'on a vu là, ça va être une technologie qui va nous faire sauver énormément de temps. Donc, à la prochaine. Ça promet. À la prochaine. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.